Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Ousgouard, donc on retrouve en studio en ce mardi matin en compagnie du docteur Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour. On parle de ces tests, on en a parlé hier, ces tests rendus obligatoires. On se souvient que le collectif de médecins amené par vos soins avait demandé l'obligation de ces tests. On a dit hier, mais on va peut-être un peu préciser les choses, que ces tests c'était un filtre, bien évidemment, utile, bien évidemment aussi, mais que ça ne faisait pas tout, qu'il fallait continuer à rester responsable. Oui, tout à fait. Effectivement, le fait de se tester 72 heures avant d'embarquer dans un avion, dans un bateau, c'est un filtre, c'est un outil, c'est un moyen, c'est un levier, on peut appeler ça comme on veut, mais ça reste effectivement un outil pour régler une partie du problème, la partie du problème du brassage de population, du fait qu'on va se mélanger, du fait qu'il y a forcément un relâchement pendant les vacances de Noël, de printemps, d'été, comme on a pu le voir cet été aussi, effectivement. Donc voilà, il faut pas considérer ça comme, je sais que c'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment, comme un totem d'immunité. C'est un premier filtre, c'est censé effectivement rassurer un peu les gens sur le fait qu'on est négatif ou le fait qu'on est positif, mais ça n'empêche pas que c'est indissociable du respect des mesures barrières sur toute la période des vacances de Noël et bien après d'ailleurs. On a entendu certains élus monter au créneau pour dire que finalement cette attestation, il aurait mieux valu présenter son test. Écoutez, moi, si vous me demandez mon point de vue de soignant, le point de vue de soignant, c'est ce qu'on a réclamé depuis le premier déconfinement. C'est aussi ce qui avait été proposé par le comité scientifique corse. C'était une stratégie de test 72 heures avant. Donc la recommandation scientifique, parce que moi c'est de ça dont je parle, c'est effectivement de se faire tester 72 heures avant de monter dans un avion, 72 heures avant de monter dans un bateau. Après, effectivement, le fait de parler de l'attestation, de la case à cocher, bon, ça je pense c'est plus des décisions, des stratégies et des discours politique. Je pense que maintenant on est bientôt à 1 an du début de l'épidémie. Je pense et j'espère que la population a compris qu'il fallait un minimum jouer le jeu, que c'était un devoir citoyen, que c'était une responsabilité individuelle que de mettre son masque, que c'était un devoir citoyen que de se faire tester avant effectivement d'embarquer dans un avion ou dans un bateau. Donc nous on s'en tient à la recommandation scientifique. La recommandation scientifique c'est de se faire tester, c'est pas de cocher la case sur une attestation. Quel type de test? PCR, antigénique? Est-ce que l'un est aussi fiable que l'autre dans un but de dépistage massif en fait? Alors nous, comme on l'avait écrit dans le communiqué, on avait porté l'attention sur le fait qu'il fallait faire un test PCR nasopharyngé, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même le moyen diagnostique le plus sensible et le plus spécifique, d'autant plus que voilà, le test PCR se réalise dans des laboratoires, et donc c'est vrai que le fait de le faire 72 heures avant, ça permet à tout à chacun, avant effectivement de se rendre sur son lieu de vacances, de faire son test dans le laboratoire où il a l'habitude de se rendre pour faire ses examens biologiques, donc c'est un confort supplémentaire. Après, c'est vrai que si on raisonne aussi en termes de timing, les mesures ont été annoncées en début de semaine, ce week-end, les vacances arrivent sous quelques jours, donc c'est vrai que c'est difficile aussi d'imposer strictement le test PCR quand on sait que le test antigénique il est disponible dans les pharmacies, qu'on a un délai d'obtention du résultat de l'ordre de la quinzaine de minutes. Donc oui, le test PCR, le test antigénique, il faut quand même préciser que le test antigénique il prend toute sa place chez les patients de moins de 65 ans qui sont symptomatiques dans les 4 premiers jours des symptômes. Donc là aussi c'est le bon sens, c'est tout à chacun de prioriser le type de test. Et moi, si voilà, on doit aussi parler en tant que soignant, on peut aussi dire à chaque patient, s'il a le doute, de prendre conseil chez son médecin traitant pour savoir quel type de test il faut réaliser. S'il a un doute aussi sur un comportement qu'il aurait pu avoir, même sans symptômes? Oui, effectivement, c'est la définition du fameux cas contact, et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que le médecin traitant, et ça on l'a dit tout au long de l'été, on l'a dit aussi à l'automne au moment de la deuxième vague, le médecin traitant il est censé être au centre du dispositif. Donc il ne faut pas hésiter à prendre appui, à prendre conseil auprès de son médecin traitant. On parle de cette stratégie liée au Covid-19, vous nous avez dit ce matin, donc le médecin traitant il est au cœur du dispositif de prévention finalement. Oui, on a tendance à l'oublier, mais le médecin traitant, parce qu'on a beaucoup parlé du versant hospitalier, c'est normal, mais le médecin traitant est au cœur, au centre du dispositif. Et puis, qui connaît mieux que le médecin traitant les patients qu'il côtoie presque hebdomadairement, au moins pour la plupart d'entre eux. Donc, il faut pas hésiter à prendre conseil. Si on a une question sur le fait de savoir est-ce qu'on est cas contact ou pas, sur le fait de savoir est-ce que j'ai le Covid ou pas, sur le fait de savoir est-ce qu'il faut que je me fasse tester, et si je dois me faire tester, quel type de test je dois utiliser. Est-ce que vous avez affiné justement, en tant que médecin traitant, ce côté diagnostic sans test?
C'est difficile de se passer du test, qu'il soit PCR ou qu'il soit antigénique, pour établir le diagnostic, parce qu'on sait que la symptomatologie du coronavirus, elle peut, pour un bon nombre de cas, s'apparenter à la symptomatologie de la grippe ou à la symptomatologie de virus respiratoire classique. Parce que tous les Covid n'ont pas la perte de goût, la perte d'odorat, tous les Covid n'ont pas un tableau digestif avec de la diarrhée, des vomissements par exemple. On peut avoir simplement une toux, des céphalées, des maux de tête, de l'hyperthermie, des frissons, mal à la gorge. Donc effectivement, surtout si on veut raisonner sur une stratégie ensuite d'isolement, parce que c'est ça qui est primordial, hein. On a la fameuse stratégie tester, tracer, isoler. Donc si on veut pouvoir isoler et pas à tort les personnes, il faut s'appuyer effectivement du test. Est-ce que cet isolement jusqu'à présent, vous pensez qu'il a été bien réalisé, bien compris ? Je pense qu'il a été bien réalisé, en tout cas, je parle pour les patients que l'on voit au cabinet, que tout ce qu'on a pu constater dans la vallée de la Gravonne. Je pense que l'isolement a été bien compris, mais comme vous le disiez, le travail est surtout d'accompagner, il est surtout d'expliquer le pourquoi du comment. Il est important d'expliquer aux patients les symptômes qu'ils présentent, le type de test qu'ils doivent faire, et quand on est positif, il est important de leur rappeler tous les bienfaits de l'isolement et finalement leur confier la responsabilité, parce qu'il faut bien que les gens comprennent, il faut bien que la population comprenne que chacun à sa manière a le pouvoir effectivement de ne pas contaminer son entourage, de ne pas contaminer ses collègues de travail. Donc chacun a sa part de responsabilité dans la lutte contre cette épidémie. D'où l'importance, et c'est ce que vous disiez dans le communiqué, en fait, de faire ces tests avant de prendre un avion, avant de prendre un bateau, et pas que l'on se retrouve finalement avec des gens à isoler ici et des structures qui ne sont pas prévues pour ça. Tout à fait, c'est une mesure de bon sens, avant, certainement pas après, parce que ça va rajouter une couche sur un système hospitalier qui est déjà fragile, il faut bien le dire. Ça va rajouter aussi une couche sur un système de carence en ressources humaines, qui est quand même aussi important, parce que, comme on le dit souvent, on est une île, donc on doit jouer de cette insularité, mais il y a aussi des inconvénients de cette insularité. Et les inconvénients, c'est la faible capacité hospitalière, ce sont les faibles ressources humaines dans beaucoup de domaines de la santé, donc il faut se faire tester avant, et puis avant de monter dans un avion, avant de monter dans un bateau, ça me paraît quand même une logique implacable, ne serait-ce que par un devoir de citoyenneté, de ne pas s'asseoir à côté d'un passager, même si on a le masque, même si on respecte les mesures barrières. Je pense et puis, si on se positionne en tant que voyageur, je pense qu'on est tous un peu voyageurs dans l'âme, c'est quand même plus rassurant de monter dans un avion ou dans un bateau, et on sait que tous ceux qui s'y trouvent ont été testés négatifs. On part quand même en vacances de manière un peu plus confortable, un peu plus sereine. Est-ce que vous espérez que ce dispositif pourra être reproduit pour les autres vacances ? On peut penser notamment aux vacances de printemps. Oui, pour l'instant c'est un dispositif éphémère. Effectivement, ça va débuter sur les 15 premiers jours des vacances de Noël, sur la quinzaine, et puis sur la semaine d'après, puisqu'on va tenir compte de la période d'incubation. On espère que le dispositif sera prolongé, et s'il ne l'est pas, en tout cas qu'il sera renouvelé pour les prochaines vacances, puisque le problème sera le même. C'est une année particulière que les soignants ont passée cette année. Oui, c'est une année, moi comme je dis souvent, entre parenthèses, une année difficile, une année qui a été longue, qui a été éprouvante, et aussi, comme on l'a souvent dit, une année où chacun est impacté à sa manière, chacun dans son domaine, hein, parce que on a souvent dit qu'on était une population insulaire, qu'on était 350 000, et que sur 350 000 c'est une petite population, donc ça voulait dire aussi que petite population, on a tous quelqu'un dans notre entourage proche, dans notre entourage familial, dans notre cercle professionnel, pour nous les soignants aussi dans notre patientèle, une personne qui a été impactée sanitairement, socialement, économiquement, par tout ce qui a pu se passer. Donc c'est pour ça qu'on rappelle souvent l'importance de respecter les gestes barrières, l'importance de bien comprendre que personne ne tire profit de cette situation malheureusement, hein. C'est une situation qu'on n'a pas souhaitée et qu'il faut effectivement jouer le jeu parce que chacun à sa manière va être impacté et qu'on se doit d'être solidaire. Et moi comme je le dis souvent, si on n'est pas engagé, si on n'est pas solidaire, si on travaille pas main dans la main tous ensemble à un moment de la vie où on a une épidémie comme on n'aurait jamais pensé connaître et comme j'espère on ne connaîtra plus, on le fera jamais. Cette solidarité, c'est ce qui a permis de sauver un certain nombre de vies, de sauver au début en fait de cette épidémie où finalement les soignants, que ce soit en cabinet ou à l'hôpital, étaient un peu livrés à eux-mêmes. Oui, le début de l'épidémie, pendant le mois de février, effectivement, il y a eu, et ça il faut le saluer, une réactivité de l'hôpital, une réactivité de la réanimation, une réactivité de la part des directeurs de cellules de crise qui ont su réagir bien avant l'arrivée des premiers cas. L'hôpital a été organisé de manière à pouvoir accueillir tous les patients, de manière à ne pas pouvoir faire ce fameux tri dont il était hors de question de faire évidemment. Et oui, effectivement, il y a une solidarité entre soignants, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, que
ce soit les aides-soignants et tous ceux que j'oublie, mais une solidarité intergénérationnelle en plus. Et puis il y a eu aussi effectivement les confrères et les collègues libéraux qui sont venus en renfort à l'hôpital, prêter main forte. Et puis moi je me rappelle aussi de ces premières semaines et de cette première vague où on avait aussi toutes ces attentions de la part des restaurateurs, de la part des artisans, ces gestes de solidarité, de remerciement, d'encouragement qui nous ont été nécessaires et qui ont fait un bien fou. Vous êtes sorti des bancs de la fac il y a combien d'années à peu près? Il y a 6 ans. 6 ans, voilà, ouais. 6 ans. On ne s'attend pas à vivre ce genre de choses. Non, on ne s'attend jamais, les épidémies ça a toujours existé, hein, mais on ne s'attend jamais effectivement à vivre, en tout cas de sitôt, une épidémie majeure, mondiale, comme on est en train de la vivre. Et je pense que voilà, quand on s'est souhaité tous la bonne année en début d'année, je pense qu'on n'aurait jamais pensé vivre l'année telle que l'on a vécue, et en plus, bon, malheureusement, c'est pas encore fini. Merci beaucoup, Dr Carligny. On va se retrouver tout à l'heure après le journal de midi. Mais votre sentiment pour conclure là-dessus, justement, cette nouvelle année 2020 qui débute, on ne pense jamais à vivre ça. Quand est-ce qu'on sent les premiers prémices ? Ben, effectivement, je pense que les premiers prémices, alors il y avait cette épidémie qui, dans l'absolu, concernait l'Asie et les pays, le pays chinois. Donc c'est vrai qu'on se sentait, on se disait, bon, peut-être que ce sera limité dans cette zone-là du globe, comme ça a souvent été le cas. Et puis, quand on a vu que les premiers cas faisaient leur apparition en Italie, c'est là qu'on s'est dit qu'on allait très vite être malheureusement concerné. Si on parle de cette crise du Covid-19, on parlera à partir de demain plus des pathologies diverses, mais justement sur cette crise du Covid-19, sur cette arrivée aussi, puis vous avez dit c'est pas terminé. Qu'est-ce que vous craignez, une troisième vague ou plutôt une durée un peu de celle-là avant de s'éteindre ? Ce qu'on craint, c'est ce qui va se passer avec les fêtes de Noël, parce que moi je prends souvent l'exemple, et ça a été repris effectivement par d'autres soignants, mais l'exemple aussi de Thanksgiving aux États-Unis, au Canada, où on a vu que 10 jours après, 15 jours après, c'est-à-dire en ce moment, il y a eu un rebond de l'épidémie. Donc il y a des vacances de Noël qui sont préoccupantes, parce que qui dit vacances dit forcément relâchement, et on l'a vu cet été. Puis il y a aussi les festivités de Noël, avec les réveillons du 24, les réveillons du 31, avec tout le dispositif et toutes les recommandations de bons usages que l'on ne cesse de rappeler. Mais effectivement, il y a cette crainte, d'autant plus que on est en hiver profond cette fois-ci. Le premier déconfinement, c'était sur la fin du printemps, sur le début de l'été, donc en termes de saisonnalité, les conditions n'étaient pas les mêmes. Là, ce deuxième semi-déconfinement, parce qu'on n'est pas véritablement déconfiné, il arrive en pleine période hivernale, en pleine période effectivement où vous le rappeliez, il y a des pathologies respiratoires virales qui vont faire leur apparition. Donc effectivement, la tâche est rude. Le premier déconfinement, est-ce qu'il a été un peu trop rapide à votre goût ? Le premier déconfinement, c'est-à-dire que nous, on avait largement insisté sur le fait qu'il fallait mettre en place tout un dispositif, toute une série de mesures pour ne pas déconfiner trop vite, et puis surtout pour anticiper tout ce qui allait se passer avec les vacances d'été. Parce qu'encore une fois, quand on dit vacances d'été, on dit brassage de population, on dit des flux maritimes, on dit des flux aériens, on dit effectivement vacances associées à un relâchement des gestes barrières, et il y a eu un relâchement des gestes barrières cet été. Donc c'est vrai que c'était la crainte de l'été, et la crainte surtout de ce qui allait se passer après l'été. Et en tout cas, en ce qui concerne la Corse, et plus précisément ce qui concerne Ajaccio, on a vu que les premières hospitalisations, il y a eu un ensemencement de contamination silencieuse tout au long de l'été. On ne va pas revenir dessus, c'est ce qui a été dit dans le communiqué, c'est ce qu'on avait rappelé tout au long de l'année, mais il y a eu déjà des premières hospitalisations sur la fin du mois d'août. Donc on voit que ce qui s'est passé avec cette deuxième vague, elle est intimement liée à ce qui s'est passé pendant cet été. Est-ce que le port du masque obligatoire est arrivé un peu tard dans ce déconfinement aussi, les arrêtés qui ont été pris par les maires, par le préfet par exemple ? Le port du masque, il est évident que c'était aussi une mesure de prévention, parce qu'on rappelle la transmission du virus, elle est en partie manuportée, c'est pour ça qu'il faut effectivement se laver régulièrement les mains avec l'eau, le savon, avec le gel hydroalcoolique, mais elle est aussi aéroportée, c'est-à-dire qu'on va effectivement, lorsqu'on va tousser, lorsqu'on va éternuer, lorsqu'on va parler, postillonner, projeter des gouttelettes qui sont potentiellement infectées de ce fameux coronavirus. Donc il est évident que si on veut faire un rempart à ces gouttelettes, il faut porter un masque. Donc sur l'obligation du port du masque, oui, parce que malheureusement on a vu que lorsqu'on ne rendait pas les choses obligatoires, elles n'étaient pas forcément systématiquement faites. Après je pense que on peut toujours refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient un peu incohérentes, même sur Ajaccio, il faut bien le dire, il y avait des rues où on devait le mettre, des rues où on ne devait pas le mettre, donc je pense que la population a été perdue, et je pense que lorsque les règles ne sont pas simples, lorsque les règles ne sont pas claires, lorsque les règles ne sont pas généralisées, finalement elles ne sont pas entendues, et on sème un peu la discorde. Donc oui, le port du masque, il aurait fallu peut-être le rendre un peu plus tôt obligatoire, parce qu'on a vu que du fait que ce soit pas obligatoire, c'était pas véritablement fait, et puis il fallait le généraliser de partout, quoi.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent finalement, bon, même si on n'a pas le masque ou même si on ne fait pas trop attention, dans une même famille, il y a quelqu'un qui a eu le virus et on n'a pas été contaminé, donc que l'on grossit un peu les chiffres, Vous, c'est pas du tout votre vécu? Non, c'est pas du tout le vécu. Moi, comme on l'a dit hier, je pense que personne ne tire profit de cette situation. Et je pense que ça ne fait plaisir à personne. Je pense qu'on se serait passé de ce qui est en train de se passer. Je rappelle quand même que c'est une épidémie mondiale, hein, donc la problématique ne concerne pas que la France. Hein, la problématique est mondiale. Il n'y a pas véritablement beaucoup de pays qui s'en tirent mieux que nous. Donc, il faut rester vigilant, il faut rester prudent, il faut appliquer les mesures barrières. Après, effectivement, je ne sais pas si on a véritablement du temps à perdre avec ceux qui n'y croient pas. Hein. Je pense que notre métier, nous, c'est de soigner, c'est pas d'essayer de convaincre que la maladie existe. Donc il faut respecter les mesures barrières plus que jamais. Il faut se dire que tout n'est pas fini, que les prochains mois seront encore longs. Après, bon, ceux qui n'y croient pas, mais ils n'y croient pas. Mais par contre, il faut tenir les positions, il faut tenir les convictions jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, y compris quand on sera malade, quoi. On a parlé beaucoup du Covid-19 depuis le début de cette semaine, mais vous le disiez, on est dans une saisonnalité où justement il y a d'autres pathologies qui vont arriver, qui vont compliquer encore les choses. Oui, on arrive en période hivernale, donc en termes de saisonnalité, c'est à ce moment de l'année où les virus, notamment les virus respiratoires, vont faire leur apparition. Donc on pense notamment au virus de la grippe. Chaque année, le virus de la grippe, encore s'il intervient après les vacances de Noël, donc hasard du calendrier ou coïncidence, ça fait effectivement la période de relâchement et de brassage de population, encore une fois. Donc le virus de la grippe, le virus est aussi des bronchiolites chez les enfants de moins de 2 ans. On a aussi le virus de la gastroentérite qui va faire son apparition, ou qui devrait faire son apparition. Alors, il est vrai que cette année, il y a un respect des mesures barrières, il y a le port du masque, il y a le lavage des mains régulier, il y a la distanciation physique, la distanciation sociale, qui fait que le mode de contamination de ces virus reste le même que le mode de contamination par le coronavirus. Donc on rappelle que il y a le côté manuporté, c'est-à-dire que lorsque l'on va toucher, serrer la main de quelqu'un qui est infecté, lorsqu'on va toucher un objet qui va être contaminé par une poignée de main précédente, ou bouton d'ascenseur, poignée de porte, etc. Et puis il y a le versant aéroporté, avec les gouttelettes que l'on va projeter lorsque l'on va tousser, lorsque l'on va parler, lorsque l'on va éternuer, lorsque l'on va postillonner. Donc les modes de contamination restent similaires. Donc les modes de protection sont évidemment aussi identiques. Donc on espère que ce qui marche sur le coronavirus marchera sur les autres virus et permettra d'éviter les épidémies de grippe, les épidémies de gastroentérite et les épidémies de bronchiolite. Le but de continuer à bien faire attention malgré d'autres mesures dont on a parlé depuis le début, malgré les tests, tout ça, c'est aussi de limiter ces pathologies-là. Oui, le but c'est de limiter ces pathologies-là, le but c'est de limiter leur apparition, le but c'est d'éviter qu'elles deviennent des épidémies, parce qu'on a des épidémies de grippe et des épidémies de gastroentérite pour les personnes adultes notamment chaque année encore, c'est des épidémies de bronchiolite chez les enfants, et donc qui dit épidémie dit occupation des capacités de lits dans les hôpitaux. En tout cas là à Ajaccio il y a un seul hôpital, donc à l'hôpital d'Ajaccio, donc si par-dessus en plus se greffe l'épidémie de coronavirus, ça va être une difficulté supplémentaire qu'on n'avait pas forcément eu lors de la première vague, puisqu'on rappelle que la première vague c'était sur la fin du printemps, ou en tout cas au milieu du printemps. Donc il y aura en plein hiver la difficulté de gérer l'épidémie de coronavirus et les potentielles épidémies de grippe, de bronchiolite. Parce qu'on est hospitalisé aussi pour la grippe, il faut le rappeler, on peut être hospitalisé pour la gastro, on peut être hospitalisé pour la grippe. Oui, parce que la grippe, alors chez les personnes jeunes, encore une fois le même tableau un peu que pour le coronavirus, ça se passe régulièrement bien, hein. On a un tableau de fièvre, d'hyperthermie, de maux de tête, de toux, de mal à la gorge, parfois des formes digestives, effectivement. Dans la plupart des cas, ça se passe bien. Mais parfois, il y a des complications de la grippe, notamment les infections pulmonaires, les pneumopathies, qui nécessitent souvent une hospitalisation. Et puis, chez les sujets fragiles, donc on rappelle les patients de plus de 65 ans, les patients qui ont des pathologies chroniques, les femmes enceintes, les patients qui sont sous traitement immunosuppresseur, les patients qui malheureusement sont en cours de traitement pour une néoplasie, pour un cancer, mais une épidémie, enfin un virus de grippe peut faire décompenser la pathologie sous-jacente. Donc effectivement, on a des hospitalisations pour les grippes. En ce qui concerne la gastroentérite, on sait que le risque majeur, c'est les épisodes de vomissement itératifs et donc la déshydratation, pour lequel il faut être aussi hospitalisé. Donc toutes les épidémies sont susceptibles de saturer les services hospitaliers. Sur le point des enfants, on a vu que les fameux tests n'étaient pas obligatoires en dessous de 11 ans. Justement, on a affiné les choses, que ce soit pour la grippe ou pour le Covid, sur la transmission.
Alors le mode de transmission reste le même. C'est vrai qu'on a souvent dit que les enfants ne développaient pas de forme grave de la pathologie. Effectivement, on a eu une conversation avec le docteur Coine, qui est la chef de pédiatrie de l'hôpital, effectivement, qui rappelait qu'il n'y avait pas véritablement eu d'hospitalisation pour les coronavirus et que ceux qui étaient hospitalisés, souvent c'était des co-infections avec d'autres virus et c'était l'autre virus finalement qui était responsable de la symptomatologie qui primait. Donc les enfants, oui, on leur demande de recommander les gestes barrières, mais je pense que souvent c'est un peu mieux fait que chez les adultes, paradoxalement. Et ça fonctionne très bien, et pour l'instant ça s'est toujours très bien passé. Et après, effectivement, quand l'enfant a une symptomatologie évocatrice, quand il a moins de 11 ans, moi en tout cas je suis pas partisan de les tester, mais simplement effectivement de les isoler du système scolaire pendant la septaine. Vous êtes notre invité cette semaine, on parlait donc de ces pathologies hivernales, la grippe. La vaccination contre la grippe, est-ce qu'elle a été en augmentation? Est-ce qu'on a quelques éléments? Oui, la vaccination, donc la campagne de vaccination qui a démarré au mois d'octobre, effectivement, il y a une forte demande de se faire vacciner contre la grippe. Je pense que la population a bien compris l'enjeu qui était de taille, parce qu'on rappelle que la grippe, les personnes à risque sont les mêmes personnes à risque que pour le coronavirus, qu'on ne sait pas ce que ça fait pour l'instant scientifiquement d'être co-infecté par la grippe et par le Covid-19, et que effectivement le but c'était aussi de ne pas tomber malade, de se protéger pour protéger aussi son entourage, donc pour éviter les contaminations, pour éviter les épidémies, et puis pour préserver le système de santé qui, on sait, est fragile. Donc la vaccination, effectivement, elle est recommandée, comme chaque année, avec le même public cible. Donc on le rappelle, c'est les personnes fragiles, c'est les patients de plus de 65 ans, c'est les patients qui possèdent des pathologies chroniques, comme les bronchites chroniques, comme le diabète, comme les insuffisances cardiaques, les patients effectivement qui ont aussi des coronaropathies, qui ont des stents au cœur, les patients qui ont une néoplasie ou un cancer et pour lesquels ils subissent une chimiothérapie, les femmes enceintes. Donc le public fragile, cible, reste le même. Il est vrai que sur 2020, début 2020, en fait, l'épidémie de grippe terminait quand l'épidémie de coronavirus a débuté. On ne sait pas ce que peuvent faire les deux virus mêlés. Non, on ne sait pas ce que peuvent faire les deux virus mêlés. On sait que la tâche sera dure si on doit gérer de front les deux types d'épidémies. Donc, comme je dis souvent, quand on ne sait pas, mieux vaut en faire un peu trop que pas assez. On ne pourra jamais nous reprocher d'en avoir fait trop, mais on peut toujours nous reprocher de ne pas avoir fait assez. Donc, on se doit d'appliquer des gestes barrières. Je pense que la vaccination, là encore, c'est un devoir citoyen. Donc, je pense qu'il faut se faire vacciner en laissant la priorité aux personnes, pour l'instant, dont on est la cible, et puis ensuite généraliser la vaccination de la grippe, mais comme c'est le cas à peu près chaque année, mais de manière un peu plus appuyée cette année. Est-ce qu'à propos de la vaccination, on entend beaucoup de choses sur la vaccination contre le coronavirus cette fois-ci? Est-ce que l'hôpital d'Ajaccio est prêt? Est-ce que les structures sont prêtes? Ça va être une campagne de vaccination un peu particulière. On ne pourra pas se faire vacciner dans un cabinet médical, par exemple. Alors, je ne peux pas vous dire, parce que pour tout vous dire, c'est pas véritablement à moi de répondre à la question. Et je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas véritablement comment ça va se passer. Moi, je ne suis pas contre le fait que les médecins généralistes, à la limite, vaccinent, parce que les vaccins de la grippe, c'est nous qui le faisons. Les vaccins pour le pneumocoque, c'est nous qui le faisons aussi. Les médecins généralistes, maintenant, s'occupent de plus en plus de vacciner aussi les enfants et les nourrissons. Donc, c'est quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on sait faire. Je pense que le patient a confiance aussi en son médecin généraliste, et je pense que dans ce processus de schéma vaccinal où on entend dire à peu près tout et n'importe quoi et on a des avis très partagés, je pense que le fait de s'appuyer sur le médecin traitant, qui est quand même un médecin de confiance pour le patient, je pense que c'est une bonne chose. Donc je pense qu'il faut s'appuyer sur le médecin traitant. On a beaucoup parlé du coronavirus, on a parlé aussi des pathologies divers, mais il y a d'autres pathologies que vous avez évoquées tout au long de la semaine. Ce sont ces fameuses pathologies chroniques et qui ont été un petit peu, les patients ont eu peur d'aller consulter leur médecin, d'aller faire des tests, d'aller faire des contrôles, de peur d'attraper le Covid, de peur de ne pas être pris en considération. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Oui, ça fait partie des tâches, des missions et de la difficulté de cette année, notamment sur le premier déconfinement, où pendant le premier confinement, on avait assisté à une désertification des cabinets médicaux parce que les patients n'étaient pas rassurés, parce que les patients avaient peur, parce que il y avait toujours cette peur et ce risque de pouvoir attraper le Covid-19 dans la salle d'attente, ou même par rapport à son médecin qui est forcément un soignant, donc qui est forcément au centre du dispositif, au contact des malades. Donc nous, en tout cas sur la vallée de la Gravonne, on avait largement insisté sur le fait qu'il fallait continuer à se soigner, qu'il fallait continuer à garder ce lien qui est important, ce lien qui est indéfectible et qui fait que le patient ne doit pas déserter les cabinets médicaux et que le Covid-19 ne doit pas prendre le dessus sur toutes les autres pathologies pour lesquelles il est indispensable de se soigner. Donc c'est vrai qu'il y a eu un long travail à faire sur le fait qu'il fallait déjà nous
mettre en place tout un dispositif pour sécuriser les cabinets, pour sécuriser les salles d'attente, pour que le patient puisse se sentir à l'aise. Un long travail aussi sur le fait de rassurer les patients, parce que c'est aussi notre travail. Notre travail, c'est de soigner, mais c'est aussi de rassurer les patients. Et sur le fait aussi de regagner la confiance des patients, la confiance qui avait été un peu perdue parce qu'on avait peur. Et donc on l'a moins vu pendant l'été, les patients sont revenus et heureusement. On l'a évidemment moins vu sur ce deuxième déconfinement qui n'était pas aussi appuyé, qui n'était pas le même confinement que le premier. Donc effectivement, il ne faut pas perdre de vue que le coronavirus ne doit pas empêcher de se soigner, bien au contraire. On a vu sur les campagnes de dépistage avec Octobre Rose, dépistage du cancer du sein, avec des chiffres, la Corse c'était déjà pas une très bonne élève en termes de dépistage, mais là ça a été encore plus flagrant. Oui, non, mais ça c'est, encore une fois, c'est le travail du médecin traitant. C'est le travail du médecin traitant de garder le lien, de gagner la confiance, de regagner la confiance quand elle a été perdue parce que la situation que l'on vit est quand même inédite. Et c'est aussi effectivement de travailler dans le sens de se dire que le Covid-19 ne doit pas empêcher de se faire dépister pour le cancer du côlon, pour le cancer de la prostate, pour le cancer du sein, et que il y a des choses aussi, on a beaucoup parlé de la télémédecine, donc même si on voulait pas forcément aller consulter, se retrouver dans la salle d'attente, on peut quand même joindre son médecin traitant par téléphone, par visio, via la télémédecine. Donc chaque cabinet a un mode de travail, un dispositif, parce que en fonction de si on est à la campagne, si on est en centre-ville, au 3e étage d'un immeuble, on peut pas effectivement adapter le cabinet comme on pourrait l'adapter en pleine campagne par exemple. Donc les dispositifs sont pas les mêmes. Donc le patient ne doit pas hésiter à contacter déjà son médecin traitant pour savoir comment suivre la démarche. Est-ce que vous craignez justement que cette absence de dépistage, cette absence de consultation, ça ait des conséquences sur le moyen ou le long terme? On peut penser par exemple au cancer ou au... Oui, il y a toujours cette crainte, parce que d'une part, l'épidémie n'est pas finie, parce que justement, nous, à travers ce collectif, et puis à travers tout ce qu'on a pu dire tout au long de l'année, le but, c'est d'éviter ces épisodes de stop and go. Parce que la question qu'on doit se poser en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on doit continuer à proposer à la population? Est-ce qu'on peut se permettre encore un 3e confinement, un 3e stop and go, avec les conséquences sociales, les conséquences économiques que l'on connaît? Donc c'est pour ça qu'on avait tenté de trouver des solutions. C'est pas des solutions alternatives, c'est des solutions complémentaires pour essayer de prendre des mesures d'anticipation, pour essayer de prendre un peu les mesures de dernière minute les plus fortes possibles. Donc oui, les effets de ce retard diagnostique, les effets même aussi psychologiques de ce confinement numéro 1, de ce confinement numéro 2 et de cette année 2020, peut-être qu'on verra les vrais effets que l'année prochaine ou dans 2 ans. On arrive justement à cette fin d'année, on arrive proche des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Quel est le bilan que vous tirez de tout ça finalement? Écoutez, une année entre parenthèses, une année inattendue, une année difficile, longue, avec les premiers cas de Covid-19 au mois de février, les premières hospitalisations au mois de février, souligner la réactivité de l'hôpital, la réactivité des services de réanimation, faire aussi... souligner aussi la solidarité, comme on l'a dit précédemment, entre les différents soignants, et puis la solidarité intergénérationnelle, la solidarité de l'ensemble de la population, la solidarité de la Corse. On pourra aussi citer cette évacuation avec le tonnerre de ces 12 malades vers les hôpitaux marseillais, qui là encore une fois était une mesure d'anticipation de la part des directeurs de cellules de crise, de la part du service de réanimation de l'hôpital, justement pour ne pas attendre d'avoir à faire le tri des patients, donc une mesure d'anticipation qui était bienvenue. Le premier déconfinement, cette idée aussi de passeport sanitaire, de passeport immunitaire, qui avait fait son apparition à ce moment-là, qui émanait du comité scientifique corse. Je fais partie de ceux qui l'avaient soutenu depuis le début. Tout ce qu'on a pu voir pendant la saison estivale, l'inquiétude, le brassage de population, les flux maritimes, les flux aériens, le relâchement des gestes barrières pendant l'été. On a vu des images terribles circuler sur les réseaux sociaux. On a vu effectivement des images préoccupantes. Des images préoccupantes parce que nous, soignants, on était préoccupés par ce que l'on voyait, parce qu'on se disait qu'à un moment donné, de toute manière, on allait payer un peu le fruit de tout ce qui se passait. Et la concomitance et du relâchement des gestes barrières de manière nationale, et de ce brassage de population sans qu'il y ait véritablement de stratégie, notamment de ces fameux tests adoptés, a laissé effectivement planer l'inquiétude tout au long de l'été, et fin d'été, premières hospitalisations, et début d'automne, seconde vague avec des patients un peu plus jeunes que lors de la première vague, il faut bien le rappeler. Et voilà, et donc une fin d'année un peu
un peu aussi entre parenthèses, avec des fêtes qui seront forcément entre parenthèses, où il faudra que chacun, que ce soit les soignants, que ce soit la population, on aura chacun notre part de responsabilité dans l'attitude que l'on va adopter pendant ces fêtes de Noël. Et puis l'année 2021, qui sera, je pense, une année difficile aussi, avec un hiver qui est en train de démarrer, mais une année 2021 qui laisse aussi entrevoir la perspective du vaccin. Donc on verra un peu comment elle va se mettre en place et les effets que ça aura. Et voilà, mais c'est une année encore, ça sera encore une année difficile quoi qu'il arrive. Avec une population qui a payé quand même un lourd tribut en Corse, avec des soignants aussi qui ont payé un lourd tribut. On peut penser notamment à cette infirmière de l'hôpital de Bastia, qui a travaillé pratiquement jusqu'au bout, qui était présente jusqu'au bout. Oui. Et quand on dit que ça n'existe pas, oui, ça existe. Oui, c'est les soignants de l'hôpital, des cliniques, les soignants libéraux, les soignants insulaires dans leur ensemble. Parce que chacun à sa manière a apporté sa pierre à l'édifice. Effectivement, cette infirmière de Bastia, avec une nouvelle qui nous a peiné. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Et je pense que par respect pour les soignants, effectivement, on se doit des fois de s'abstenir de dire certaines choses. Et puis, comme je le rappelle aussi souvent, finalement, chacun est impacté à sa manière. Parce que nous, les soignants, effectivement, il y a le travail fourni, il y a l'investissement fourni, il y a les risques forcément qui sont pris de par l'exposition au virus. On l'oublie aussi, mais il y a les familles de soignants. Parce qu'il faut aussi gérer les proches, il faut aussi gérer la famille, l'inquiétude de la famille. Parce que nous aussi, lorsqu'on va voir nos proches, nos parents, etc., il y a des dispositions, il y a des dispositifs à mettre en place pour ne pas prendre le risque de les contaminer. Et puis, voilà, tous les corps de métier, je pense aux restaurateurs, je pense aux commerçants, je pense aux artisans, chacun à sa manière, sanitairement, socialement, économiquement, est impacté. Donc je pense que, voilà... on ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur certains sujets et je pense que tout le monde a bien compris que l'objectif c'était la santé des Corses avant tout, donc on se doit de se donner les moyens de ne pas réitérer certaines erreurs et je pense que, et j'espère que chacun a compris que on avait tous un rôle à notre manière, peu importe notre métier, peu importe notre âge, peu importe que l'on soit un homme, une femme, chacun à notre manière, on peut apporter notre pierre à l'édifice et chacun à notre manière en respectant les gestes barrières, ne serait-ce que par respect pour l'autre, on peut effectivement participer à la lutte contre cette épidémie. Et enfin, pour conclure, 6 à table pour le réveillon de Noël ou du jour de l'an, c'est raisonnable de votre point de vue ? Oui, je pense que c'est raisonnable. Il faut se mettre en tête que ce Noël ne sera pas le même que les autres, que les précédents, qu'il y aura d'autres Noëls bien meilleurs à venir, mais que c'est une année entre parenthèses, moi comme je dis souvent, et donc le Noël sera un Noël entre parenthèses, et le jour de l'an le sera encore plus, parce que Noël effectivement c'est une fête familiale, donc mais c'est vrai que le 31, il y a un couvre-feu qui est instauré, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait ce couvre-feu instauré, parce que c'est le cadre du 31 n'est pas un cadre familial, c'est un cadre festif, c'est un cadre amical, et on a souvent assisté à des débordements les soirs du 31, donc oui, je pense que malheureusement cette fin d'année elle sera entre parenthèses, elle sera différente. Et l'objectif, c'est de réussir cet hiver. L'objectif, c'est d'éviter une 3e vague. L'objectif, c'est d'éviter un 3e stop and go, parce que je pense que ni les soignants, ni les commerçants, ni les restaurateurs ne pourront se permettre une 3e vague. Donc, fin d'année particulière. Merci beaucoup, merci Dr Carligny. On vous retrouvera, vous serez avec nous pour la soirée de Noël justement, et puis cette émission vous la retrouverez en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica. À bientôt. À bientôt.